Alors, aujourd'hui, je travaille chez Roland Berger, qui est un cabinet de conseil en stratégie, et je dirige le réseau des partenaires innovants avec lesquels on travaille au niveau international. Ce réseau s'appelle Terra Numerata. Vous aurez compris, voilà, la fausse consonance latine qui porte l'ambition symbolique mais pas que, de promouvoir des petits acteurs qui eux-mêmes développent des produits et des services alternatifs à ceux proposés par les très grandes plateformes numériques. C'est un écosystème qui repose sur l'innovation ouverte. Ce n'est pas complètement évident comme modèle dans le secteur de l'industrie du conseil, parce que ça suppose un partage de la valeur, j'y reviendrai. Mais mon approche est donc par définition collaborative. Si j'ai par ce biais, et je reste en contact avec beaucoup de startups et je continue de m'étonner positivement au quotidien de l'effet de l'open data sur la capacité des entreprises et en particulier des startups à développer des nouveaux produits et services numériques. Si je dois regarder au sein même de Terra Numerata un acteur comme Dataiku, eh bien, qui est une plateforme d'analyse de données existe parce que des analystes peuvent s'en saisir et agréger des données avec des bases de données ouvertes. Talentsoft, qui est un logiciel de gestion de ressources humaines, idem, s'alimente de l'open data. C'est vrai dans les RH, de tout ce qui est cartographie des compétences. Je vois aussi à quel point la base adresse nationale ou le registre des sociétés sont utilisés par des entreprises qui, par exemple, mettent à disposition des outils pour la gestion des impayés et pour le suivi de l'intelligence économique. Dans le B2C, une société comme Datacalab qui fait de la vision assistée par ordinateur pour reconnaître les émotions, eh bien, elle utilise aussi l'open data, etc., etc. Donc, en fait, c'est aujourd'hui un élément absolument essentiel de la vie économique et on est entré dans l'ère de l'architecture des données et il faut penser infrastructure de données, c'est-à-dire que la donnée est un bien au même titre que la manière dont on a pu penser les grands chantiers industriels et les infrastructures sur le territoire national. Mais ce n'est pas encore complètement intégré, ni dans les réflexes des acteurs économiques, ni dans les politiques publiques. La loi Le Maire, puisqu'on l'appelle comme ça, qui est la loi pour une république numérique, elle aura 5 ans cette année, en octobre prochain. Je le sais parce qu'elle a l'âge de mon fils qui est né dans la nuit du vote de la loi à l'Assemblée nationale. Et Freud a certainement parlé lorsque il m'a incité à donner à mon fils le nom d'Éloi, sachant que je vous assure que c'était inconscient. Et Éloi, quand on traduit en anglais, ça fait Electronic Bill. Et il se trouve que c'est une loi qui a été co-construite en ligne avec les citoyens au moyen d'une plateforme numérique. Alors, je vais revenir rapidement sur cette loi parce que je pense que c'est une loi principielle, c'est-à-dire qui pose des principes nouveaux, très structurants pour l'émergence de l'économie et de la société de la donnée. Et que c'est d'ailleurs très intéressant de voir comme lorsqu'on plante des graines doctrinales au plan juridique, au plan des politiques publiques, eh bien, ces graines peuvent pousser au bout d'un certain nombre d'années et on en est à ce stade. On en est à ce stade, mais la crise sanitaire nous aura beaucoup aidé même si on peut le regretter, ça a été sans doute un des meilleurs Chief Digital Officer du siècle. Ça a aidé, en particulier sur le sujet de l'open data. On n'en a jamais autant parlé parce qu'on n'a jamais autant compris avec facilité l'intérêt de l'ouverture des données publiques. Lorsqu'un jeune ingénieur comme Guillaume Rosier lance Vitmados ou Covid Tracker pour le suivi des données épidémiologiques, il le fait grâce à l'open data notamment. Et il peut agréger des jeux de données et ensuite les visualiser, donc les rendre intelligibles auprès du grand public et des journalistes qui font que enfin la crise
c'est clair et qu'on comprend à peu près où on en est. Et donc, une excellente illustration et de la thématique des entrepreneurs d'intérêt général et du besoin de créer des communs qui soient accessibles et mis à disposition de tous. Mais c'est aussi une excellente illustration de la manière dont l'open data permet de rendre les acteurs publics redevables et responsables vis-à-vis des citoyens. Un autre exemple d'accélération de l'open data grâce à la crise sanitaire, c'est ce qui s'est passé à Londres. La ville refusait l'accès des trottinettes et puis face à la nécessité d'être en extérieur, face à la moindre saturation des transports publics, Transport for London a finalement accepté d'ouvrir avec un niveau de compréhension des enjeux autour de l'utilisation des données et du partage des données entre les opérateurs de trottinettes et des services associés et les pouvoirs publics qui est de haut niveau, très intéressant. Donc, cette loi pour une république numérique, elle s'inscrit dans une histoire d'engagement en faveur de l'ouverture. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ce n'est pas un acquis et ça doit être entretenu. C'est vrai dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle est une dimension de la feuille de route de la France sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. La France avait pris la présidence de cette initiative internationale, le PGO, l'Open Government Partnership, qui a été lancé à l'origine par Barack Obama et par un personnage politique qui aura peut-être moins marqué l'histoire, qui est Gordon Brown, l'ancien Premier ministre travailliste, et à eux deux, ils ont considéré qu'il fallait lancer une plateforme multipartite, c'est-à-dire associant les gouvernements, mais aussi les acteurs privés et les associations autour de l'agenda de l'ouverture, ouverture de l'information et des données, à commencer par la transparence sur les marchés publics, parce que l'objectif recherché, c'était celui de la lutte contre la corruption. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il y a des enjeux citoyens, il y a des enjeux démocratiques, il y a des enjeux de transparence de l'action publique qui sont fondamentaux et qui peuvent paraître très éloignés lorsqu'on travaille dans le secteur de la mobilité et des transports, parce que aujourd'hui, les deux principaux sujets qui vous intéressent, j'imagine, c'est la question technique de l'existence ou pas de standards, de leur format, de l'interopérabilité, des API, etc., d'une part, et puis d'autre part, de la gouvernance. Et donc, comment trouver des mécanismes incitatifs ou coercitifs, mais de partage de données dans un cadre de confiance. Mais à l'origine, cet agenda de l'ouverture des données, c'est un agenda très politique et qui se casse encore aujourd'hui les dents sur les données qui sont les plus politiques. Par exemple, les données de l'immigration, les données d'ouverture des bureaux de vote à un niveau très granulaire, des résultats électoraux, pardon, à un niveau très granulaire, etc. Et donc, finalement, l'open data dans les transports et l'open source dans les transports sont peut-être des sujets faciles et ce qui explique qu'ils aient fait l'objet d'une appropriation sectorielle et d'une réglementation par les pouvoirs publics, par loi et par décret, qui soit spécifique, comme dans l'énergie, comme dans l'immobilier. C'est presque plus facile de réguler ce sujet que d'autres parce que l'information, c'est le pouvoir, et donc partager l'information, c'est partager le pouvoir. Donc, je voulais insister sur ce contexte. Si je reviens rapidement sur la loi pour une république numérique, il n'y a pas que l'open data dedans. Et encore une fois, quand on s'inscrit dans ce mouvement d'ouverture des données, de collaboration et de partage, on s'inscrit dans une mouvance beaucoup plus large. Dans cette loi, il y a, au-delà du fait qu'elle a été ouverte pour être co-construite avec les citoyens, et donc il y a une forme d'ouverture du processus démocratique d'écriture de la loi. Il y a l'open access, qui est l'ouverture des publications scientifiques des chercheurs, et leur mise en disponibilité gratuite. Il y a le TDM, la possibilité de text and data mining pour les chercheurs. Il y a bien sûr l'encouragement à l'utilisation des solutions open source par les pouvoirs publics.
Il y a l'ouverture des algorithmes. On en a beaucoup entendu parler sur l'ancien Parcoursup, hein, et on a par ce biais compris les enjeux de la transparence sur les algorithmes utilisés par les administrations pour décider, pour prendre des décisions administratives individuelles. L'open data sectoriel, j'en ai parlé un petit peu. Il y a l'open data des décisions de justice. 5 ans plus tard, on n'y est toujours pas. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur le sujet, même si ça avance un petit peu. La possibilité pour les administrations de faire de l'appariement de données entre administrations, et de fait, elles n'ont plus droit de vendre leurs jeux de données entre elles. C'est quand même extraordinaire de penser que les administrations vendaient les données à d'autres administrations publiques. Il y a le concept de données d'intérêt général qui vous intéresse à premier titre, la création du service public de la donnée et des fonctions associées, c'est-à-dire des administrateurs généraux des données. Il y a le fait de lier les enjeux éthiques à celui de l'utilisation des données, et la CNIL avait été mandatée de rédiger un premier rapport sur le sujet de l'éthique dans l'utilisation des données numériques. Et puis enfin, tout autour de… Alors, le sujet des communs numériques qui n'est pas entré dans la loi, et ceux qui l'ont suivi de près connaissent les débats sur le sujet. Il n'empêche que, à défaut d'être dans la loi, les communs, ils sont dans notre quotidien. Et de fait, c'est très intéressant de voir les initiatives qui sont prises pour créer des communs, en particulier des communs numériques par les données, le partage des données. Je participe par exemple au comité d'éthique de Numalim, qui est une plateforme d'agrégation de partage des données du secteur agro-industriel. Une partie de ces données seront mises à disposition de manière ouverte et gratuite dans des formats librement réutilisables. Et c'est un exemple parmi tant d'autres de création de communs. Alors, ça, c'est le principe. Il me reste 2 minutes. Où en est-on depuis? Je pense qu'il y a eu un souffle qui s'est ralenti, pour ne pas dire qui s'est éteint pendant quelques années. C'est dommage parce qu'on a perdu du temps. Ce souffle ressurgit aujourd'hui et il est quelque part résumé dans la circulaire du Premier ministre qui a été publiée récemment sur le sujet de l'open data. On voit qu'il y aura de nouveau une ouverture de plusieurs jeux de données très importants, considérés comme faisant partie du service public de la donnée. Service public qui se décline de plus en plus dans les territoires au niveau local. J'étais à Brest récemment, où a été inauguré un nouveau service public local de la donnée, mais on connaît d'autres collectivités qui ont lancé des services de cette nature, et la mobilité fait partie du cœur des activités qui vont occuper ces services publics, selon des formes de gouvernance qui là aussi seront originales, parce qu'on ne peut pas faire autour de la donnée comme on fait de manière verticale et top-down et silotée sur d'autres sujets. Donc, on entre, je crois, et j'espère, dans une ère 2 du partage des données. Il n'empêche que il y a encore il y a au-delà de la compréhension des enjeux et de la mobilisation des acteurs publics, il y a encore des freins très importants dans le secteur privé en particulier, parce que les enjeux de protection des données personnelles, en particulier des données d'usage des utilisateurs de services de mobilité et de micro-mobilité, protection des données personnelles, secret des affaires, sont, et dans une moindre mesure secret de défense nationale, sont les 3 arguments majeurs qui expliquent les freins qui souvent sont actionnés au haut niveau au sein des organisations, et pas forcément dans les couches des personnes qui mettent en œuvre, en fait, et qui sont les techniciens, où il y a une volonté d'avancer qui est sincère, et parfois une mécompréhension des décisions de blocage à la tête. Et donc là-dessus, il faut continuer à avancer. Je terminerai par 2 notions, celle d'écosystème et d'innovation ouverte. Un écosystème, c'est un mot qui est inspiré des sciences du vivant,
Et donc, il s'entretient et il s'auto-entretient et il autoproduit des communs. Il faut absolument garder cette notion à l'esprit. Et puis, l'innovation ouverte que je vis au quotidien chez Roland Berger, elle suppose une posture et un état d'esprit qui soit différent de ceux qui sont adoptés habituellement. Qu'est-ce que je signifie par là? D'abord, on prend un risque en entrant sur des terrains inconnus et en partageant cet espace et ces terrains avec des acteurs qui peuvent être concurrents, partenaires, mais ça suppose un niveau de confiance important, une acceptation de se tromper, un nouveau mode de partage de la valeur, une forme de réactivité qui suppose d'osciller entre le push et le pull en permanence, un lâcher-prise absolument déterminant. Et donc, tout ça sont des conditions quasiment psychoculturelles de mise en œuvre de mécanismes efficaces de partage de données. J'ai moins parlé de l'open source, mais finalement, là aussi, c'est la pratique qui aura donné raison à la doctrine, je crois, parce qu'on voit bien les investissements qui sont faits actuellement par les plus grands acteurs technologiques autour du sujet. Ils ont compris que pour se positionner comme un élément central au sein d'un écosystème, eh bien, il faut déployer des infrastructures en open source. Et c'est très intéressant les initiatives qui sont prises en Chine et aux États-Unis sur ce sujet en ce moment, où on voit que l'open source est pour partie en train de remporter la partie. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite d'excellents travaux ce matin et je vous félicite pour votre engagement autour de ces sujets, pas uniquement parce que c'est un, un engagement autour de certaines valeurs de partage, mais aussi parce que c'est un engagement pour l'avenir qui crée une valeur commune qui doit être inventée et donc qui pousse les murs par l'innovation. Et ça, il faut le faire. C'est moins confortable comme position que celle de s'asseoir sur l'existant.